Bonjour à tous. Donc on va attaquer effectivement cet atelier sur le legal design au service du libre choix des utilisateurs. Et j'ai le plaisir d'avoir avec nous Marie Potel-Salville. Marie qui est ex-avocate, ex-directrice directrice juridique d'Estée Lauder et qui a fondé donc sa société Amourabi et que tu diriges de main brillamment et qui va nous parler du legal design, et aussi Gabriel Voisin. Gabriel qui est associé du cabinet d'avocats Bird Bird. Tu es à la fois entre Paris et Londres et spécialisé en données personnelles, en cybersécurité, dont on a entendu parler ce matin, et qui est très intéressé par le legal design. Et notamment, je pense que tu favorises aussi beaucoup cette approche auprès de tes clients. C'est donc une approche qui est centrée vers l'utilisateur, donc c'est une démarche vraiment différente qui permet aux directions juridiques de se positionner vraiment en business partner, comme on le dit, mais véritablement, puisqu'on se met à la place de nos clients pour essayer de diffuser les messages juridiques et qu'ils soient le mieux compris possible et gagner en efficience. Sans plus tarder, je vais peut-être passer la parole à Gabriel. Gabriel, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi finalement ce décollage et cette mouvance du legal design est encouragé de manière globale par la société, par les régulateurs, par le législateur, au service du consentement éclairé, je dirais, non pas que des patients, pour moi qui viens de la santé, mais vraiment des utilisateurs du droit. Oui, bien sûr. Merci Mathieu. Et d'ailleurs, merci à vous d'être venu. Vous avez fait le choix de la bonne session, hein, celle du legal design. Merci d'être parmi nous. Donc effectivement, on voit tant dans les couches actuelles de droit, mais aussi dans les couches futures, qu'il y a un intérêt marqué et accru pour cette idée qu'on doit faire plus de pédagogie, hein, qu'il nous faut rendre plus accessibles nos textes que l'on écrit en tant que praticien du droit avec un amour pour la virgule, mais que le consommateur, le salarié, le vous et moi du quotidien ne peut pas nécessairement appréhender de la même façon. Et c'est vrai que je suis conscient, hein, quand je rédige avec beaucoup d'amour et de passion mes politiques de confidentialité pour conformité au RGPD, bon, je suis passionné, mais je ne peux pas être certain que du côté du lecteur qui reçoit mon produit, le même amour se ressent. Donc il y a vraiment effectivement un souci de se réinventer, de se repenser dans l'approche. Et le législateur, dans le droit actuel, mais dans le droit de demain aussi, commence à nous encourager de plus en plus dans cette voie. Donc pour vous prendre quelques exemples, dans le code du droit de la consommation, on retrouve de plus en plus cette attache et cet intérêt à vous vulgariser le propos et ce que vous voulez expliquer aux consommateurs pour qu'ensuite vous puissiez rendre ces documents opposables à la personne que vous voulez, avec laquelle vous voulez nouer un contrat. Dans le droit social, donc là plus une population employée, vous trouvez à travers vos obligations vis-à-vis des CSE un souci d'expliquer de façon toujours plus simple des sujets qui sont parfois de plus en plus techniques. Parce que les membres du CSE ne sont pas nécessairement des praticiens. Vous devez être sûr qu'ils sont à bord pour votre nouveau projet, pour votre nouvelle ambition. Donc vous essayez de vulgariser toujours plus vos dossiers que vous présentez ensuite au CSE pour leur accord au nom et pour le compte de tous les salariés qu'ils représentent derrière eux. Donc on trouve aussi cette dynamique en droit social. On le trouve dans ma matière, qui est personnellement donc les données à caractère personnel, à travers l'article 12, et là le RGPD qui nous dit qu'il faut fournir une information claire, concise, intelligible, et donc à charge pour nous de rendre ces documents clairs, concis et intelligibles. Et on retrouve du coup cet intérêt accru pour ce sujet. Certains d'entre vous, pour ceux qui sont fans des droits des données à caractère personnel, auront peut-être vu que l'IDPB, qui est un groupe qui parle au nom et pour le compte de toutes les commissions informatiques et libertés de tous les pays membres, donc un groupe à Bruxelles, a récemment publié un projet de recommandation sur qu'est-ce que constitue ce que l'on appelle les dark patterns, donc ces espèces de techniques qu'on va utiliser pour essayer de truquer un peu l'acceptation, le consentement
l'accord du consommateur ou de l'individu. Et donc, à travers ces recommandations, on essaye d'identifier les bonnes, mais aussi les mauvaises pratiques que vos responsables marketing, digitaux veulent essayer de déployer sur leur plateforme, sur leurs documents, pour essayer d'obtenir quelque chose du consommateur, pas nécessairement dans son intérêt. Donc, regardez peut-être ces projets de recommandation. Elles sont en approche, elles ne sont pas encore finalisées, mais elles vous donnent un exemple de c'est quoi la bonne pratique, c'est quoi la mauvaise pratique quand il s'agit des données à caractère personnel. Donc ça, c'est pour l'environnement existant, mais effectivement, il y a une attention accrue du régulateur pour ces sujets, et donc des nouveaux textes en approche vont venir renforcer ce concept, et je pense notamment à un texte en particulier en approche depuis Bruxelles, qui est le DSA, le Digital Service Act, qui, dans sa dernière phase de trilogue, qui s'est terminée il y a quelques semaines et qui nous offre un texte maintenant finalisé, bien que pas encore publié. Dans ce nouveau document en approche, on voit une interdiction de principe posée sur les dark patterns à l'attention de tous les acteurs, notamment électroniques, qui seront attrapés et soumis à ce texte. Et on voit la Commission européenne indiquer qu'elle publiera, par l'intermédiaire de guidelines, des bonnes pratiques et aussi l'identification de mauvaises pratiques. Donc il y a vraiment un sentiment, je pense, en marche, mais qui va que s'accentuer à travers votre droit actuel et surtout à travers votre droit de demain, qui va vous demander de faire toujours plus simple. Et toujours plus simple quand on a aussi des mentions obligatoires, du texte incompressible que nous impose aussi le régulateur, c'est parfois un équilibre délicat qui n'est pas toujours aisé de trouver, je l'admets. Merci Gabriel. Marie, est-ce que tu veux dire deux mots du coup de la manière dont tu proposes à tes clients de développer donc le legal design fort de cette vague qui vraiment est très, très porteuse du coup? Oui, merci beaucoup et merci Gabriel d'avoir rappelé que finalement, il n'est pas optionnel quand on est juriste de s'intéresser à ses utilisateurs. Sachant que les utilisateurs des documents juridiques, que ce soit politiques, de données personnelles, des contrats ou encore des mémos ou des programmes de conformité, ce ne sont pas tous des juristes, ce ne sont pas tous des magistrats et en effet, il est plus optionnel si on veut être conforme, on n'est plus dans le nice to have, on est vraiment dans la conformité au droit, de s'intéresser aux utilisateurs, de les connaître, de les comprendre. Et pour ça, le design est extrêmement puissant puisque le design, en fait, c'est une méthodologie qui est obsédée par l'usage, qui est obsédée par les utilisateurs. Et, si vous demandez, alors je donne toujours cet exemple, désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais si vous demandez à un designer de créer une table, une chaise, une lampe, quoi que ce soit, il va rien designer du tout avant d'avoir compris quel sera l'usage de cet objet. Si on prend une chaise, est-ce que c'est une chaise pour s'asseoir, pour travailler, pour manger, pour se reposer et c'est seulement une fois qu'il aura compris cet usage et du coup qu'il se sera intéressé aux utilisateurs, les êtres humains qui vont interagir avec cet objet, qu'il va pouvoir trouver la forme de l'objet. Eh bien, imaginons une seconde que l'on puisse appliquer la même méthodologie, qui est absolument pas nouvelle, ça a des dizaines d'années d'existence, que l'on puisse appliquer cette méthodologie de centrage sur l'utilisateur aux documents juridiques. Bien, c'est chose faite depuis pas mal d'années maintenant. Alors, c'est pas du tout quelque chose que l'on a inventé, pour être très clair. Ça a presque une décennie maintenant d'existence. Il y a des auteurs académiques extrêmement sérieux et assez porté sur une approche scientifique d'ailleurs, comme Elena Appio, comme Stefania Passera, qui ont une approche académique, scientifique depuis plus d'une dizaine, quinzaine d'années à peu près. Il y a évidemment Stanford depuis 2014 avec le Legal Design Lab. Et nous, finalement, ce que l'on fait avec nos clients, c'est qu'on va toujours partir, quel que soit le sujet qui nous est confié. Données personnelles, bien sûr, conformité, anti-blanchiment, anti-financement du terrorisme, on est pas mal actif dans ce domaine-là, RSE, de plus en plus. Donc, quel que soit le sujet qui nous est confié, on va toujours partir d'une étape simple qui est quels sont les utilisateurs. Et en effet, on peut voir ces étapes à l'écran. Si tu... Ouais. Si j'y arrive.
C'est Non. juste celle d'avant. Non. Encore que celle-là est pertinente aussi. Hein, donc la toute première étape, ça va être d'identifier, de se poser la question. Admettons qu'on soit dans le domaine des données personnelles, puisque Gabriel nous l'a rappelé, on a non seulement l'article 12 du RGPD qui suppose une information claire, accessible, concise, mais on a aussi très bientôt une lutte contre les dark patterns qui suppose de s'interroger sur qu'est-ce qui reste de la liberté des utilisateurs quand ils sont face à des interfaces qui tentent de les manipuler. Et s'il y a trop de manipulation, voire s'il y a de la manipulation tout court, il n'y a plus de consentement, du coup, il n'y a plus de conformité. Donc, une fois qu'on a dit ça, la question, en effet, ça va être de s'intéresser à nos utilisateurs, de les définir. Qui sont-ils? Si on prend une politique de données personnelles, quels sont les personas, donc les profils utilisateurs qui vont utiliser cette politique de données perso. Alors là, vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas savoir en fait, parce que potentiellement, c'est tous les internautes qui viennent sur notre site et puis qui, volontairement ou pas, cliquent sur la politique de données personnelles. Justement, il y a des méthodologies pour récolter des données, ça peut être des interviews, ça peut être des questionnaires en ligne, ça peut être évidemment des ateliers avec les utilisateurs pour bien les cerner. On fait ça très régulièrement et on va identifier des grandes catégories. On va essayer d'identifier 3, 4 grandes catégories d'utilisateurs très représentatives. Donc ça, c'est la toute première étape. Et on va vraiment se demander quels sont leurs besoins, quels sont leurs points de frustration, quels sont leurs objectifs aussi face à une politique de protection des données personnelles. La deuxième étape, ça va être de faire des parcours utilisateurs. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Un parcours, c'est tout simplement une analyse des différentes étapes par lesquelles passent les utilisateurs. Alors, si on parle toujours sur l'exemple de la politique de données personnelles, à votre avis, petite question, ça n'est pas une question piège, quelles sont les étapes d'un utilisateur quand il arrive sur une politique de données perso? C'est pas un piège. Hein. Et en général, ça va très très vite. Voilà, je vous donne un indice exactement. En général, les parcours, ça va très très vite parce qu'en fait, personne ne lit. Hein. Et alors là, on retombe sur la problématique que soulevait Gabriel, c'est que si personne ne lit, à quel moment on a un consentement informé, éclairé et donc valable? Pas sûr qu'on l'ait. Donc en tout cas, voilà, on va faire des parcours et là, on va se demander, mais finalement, ok, donc si vous cliquez à l'aveugle, si dès que vous arrivez sur une politique de données perso, votre premier objectif c'est d'en sortir, comment on va pouvoir vous aider peut-être à y trouver de l'intérêt parce que votre vie privée, a priori, ça vous intéresse. Donc, comment est-ce qu'on va raccrocher un petit peu l'attention des utilisateurs une fois qu'on a bien compris leurs envies, leurs besoins, leurs points de frustration. Donc ça, c'était la deuxième étape. Troisième étape, bien sûr, un atelier de restructuration de l'information. Donc là, on fait du design d'information. Là, encore une fois, on n'a rien inventé. On va faire du langage juridique clair. On n'a rien inventé non plus, mais c'est sans doute le plus difficile. C'est assez chronophage, mais sachez qu'il est complètement possible de dire exactement la même chose que l'article 12 du RGPD, mais un petit peu mieux que le RGPD, c'est-à-dire sans jargon. C'est d'ailleurs l'un des paradoxes de cette réglementation qui prône la clarté et l'accessibilité. Et quand voilà, la tête du document n'évoque pas exactement ça. Pour autant, on a désormais assez de recul, puisque ça fait 4 ans, pour être absolument certain qu'on peut dire exactement la même chose, sans jargonner et de façon accessible. Et c'est tout notre travail. Avec évidemment tout le travail de design graphique, design UX, design de service aussi, qui permettent d'engager les utilisateurs. Bien sûr, méthode agile, donc on va prototyper très rapidement pour pouvoir tester avec les utilisateurs. Un prototype, alors c'est pas évident pour les juristes, mais c'est pas censé être parfait. Alors je sais, c'est dur de sortir quelque chose qui n'est pas parfait, mais justement, un prototype, ça doit être testé pour vite comprendre ce qui fonctionne, mais surtout ce qui ne fonctionne pas, l'améliorer, et puis évidemment, terminer le projet. Et peut-être, Marie, tu peux revenir un instant et on pourra peut-être voir un exemple de profil utilisateur juste après. Et sur l'implication, parce qu'on parle de démarche centrée utilisateur,
l'implication finalement, et tu le dis, c'est prototype, ce qui veut dire que c'est des boucles de rétroaction en permanence, me semble-t-il, Ouais. avec les utilisateurs pour voir si ça répond bien à leurs besoins, la manière dont c'est perçu, la manière dont le document est compris, accepté, de sorte à pouvoir finalement renforcer effectivement le consentement. C'est aussi ces boucles-là qui sont faites régulièrement, c'est ça ? Exactement, et c'est des boucles qui sont très précieuses. Alors, si on s'adresse aux consommateurs, là, en ce moment, par exemple, on fait des focus group, donc avec des vrais consommateurs, et on peut voir très très vite ce qui va fonctionner de ce qui ne va pas fonctionner. Et puis, si on raisonne en interne, parce qu'évidemment, en tant que directeur juridique, vos clients internes sont extrêmement importants, là, le fait de co-créer avec vos équipes business, ça a un double avantage. Vous vous assurez que vous répondez parfaitement à leurs besoins, mais aussi vous les engagez, vous créez de l'adoption assez fluide. Et donc, au lieu de devoir pousser vos documents, par exemple votre programme de conformité qui ne passionne pas les foules à la base, eh bien, vous créez de l'adoption parce qu'ils ont participé à la création de la nouvelle version, qui est un petit peu un double avantage. Peut-être on peut juste vous montrer un exemple de définition de profil, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être pas évident. Est-ce que tu veux peut-être juste simplement commenter rapidement, ou Gabriel, est-ce que tu veux, si toi tu... Ouais. Ok, super. Donc ça, c'était juste pour vous montrer un exemple, parce que le legal design, il y a pas mal de gens qui en parlent, mais c'est quand même le mieux, c'est quand même d'en faire. Et donc là, c'est un exemple très simple. Donc on va identifier une catégorie d'utilisateurs et on va s'intéresser à un groupe d'âge, par exemple. Alors à votre avis, pourquoi on s'intéresse à l'âge des utilisateurs? En quoi c'est une info utile pour ensuite produire des documents juridiques efficaces, parce qu'on ne perd pas de vue qu'on a ce rôle de gardien du temple, et nous, ce qu'on veut, c'est évidemment que nos productions soient les plus efficientes possibles. À votre avis, l'âge, ça sert à quoi ? Exactement, exactement. C'est-à-dire que l'âge, ça va nous renseigner sur la façon, les préférences de consommation de l'info. Et donc, ça va jouer sur le format. Alors, il n'y a pas que l'âge, bien sûr, qui va jouer sur le format, mais c'est une info intéressante. Après, évidemment, on a un facteur clé qui va être la routine au bureau. Pareil, la routine au bureau, ça va vous renseigner sur le format pertinent. Il y a un exemple qui m'a vraiment marqué tout au début de l'agence. On a fait un tout petit projet avec Renault. Ils avaient un tout petit budget, on avait très peu de temps, et il s'agissait d'un contrat de location de flotte automobile. Ils avaient fait, les juristes internes avaient fait un super boulot. Ils avaient mis un diagramme pour montrer, pour expliquer aux équipes commerciales comment se passait le processus contractuel. Ils avaient beaucoup travaillé. C'était un doc-word qui faisait 7 pages avec ces beaux diagrammes. C'était très visuel. Les équipes commerciales comprenaient rien. Et en un seul atelier, mais vraiment, hein, ça nous a pris, je ne sais pas, 2 heures, on a fait un parcours. On a fait des profils, bien sûr, et on a fait un parcours. Qu'est-ce qu'on a trouvé pendant ce parcours? On a identifié le fait que ces équipes commerciales à qui était destiné ce document, elles étaient toujours sur la route. Elles étaient dans leur voiture, c'était avant le Covid, et elles appelaient la direction juridique 5 minutes avant la réunion de négociation pour dire « S'il te plaît, qu'est-ce que je dois dire pour faire juridique ?» Ça vous rappelle sûrement des situations réelles. Eh bien, il est évident qu'une fois qu'on sait ça, c'est pas un doc-word qu'il faut créer, parce qu'ils sont dans leur voiture, donc de préférence, il faut que ça soit lisible là-dessus, donc c'est du responsive. C'est pas 7 pages. Il faut une vue d'ensemble, et il faut que dans cette vue d'ensemble, dans les quelques minutes avant la négociation, ils aient les éléments de langage et le bon modèle, en fait. C'est ça. Donc le centrage utilisateur, ça sert à ça. Voilà, je ne détaille pas davantage, mais vous aurez l'occasion peut-être de poser des questions. Non, tout à fait. Merci Marie. Peut-être qu'on peut revenir du coup sur les étapes, et pour les terminer, et puis après on peut peut-être passer au visuel d'avant-après, ça peut être intéressant. On peut voir ça. Je vais juste vous montrer du coup des exemples. Est-ce que tu veux prendre celui-là, Gabriel? Ouais, plutôt celui d'après, peut-être. Celui d'après? Ouais. Ça, c'est si jamais vous voulez. Voilà, celui-ci. Celui-là. Ouais. Voilà. Alors là, c'est pour les fans de jeux vidéo. Y en a-t-il dans la salle?
bon alors peut-être les enfants derrière les parents. Et effectivement, donc là on est sur un exemple d'un éditeur de jeux vidéo célèbre mais qui reste encore confidentiel, qui voulait rendre donc sa politique de confidentialité adaptée à son audience, en l'occurrence donc des mineurs, hein, donc à moins de 18 ans. Et pour rejoindre ton point Marie un peu plus tôt, ce souhait de vulgariser, de simplifier le texte pour expliquer en des termes accessibles le concept de responsable de traitement, de données sensibles, et tout ce verbiage que la loi informatique et liberté, le RGPD, peut vous astreindre à utiliser. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment, avec Marie, trouvé un exemple parlant et concret de comment on peut mieux faire une politique de confidentialité qui soit attractive, qui soit lisible, avec une infographie, avec du langage adapté au regard des utilisateurs. Et c'est vrai que notamment les sessions tests que tu as eues avec un public du coup de mineurs qui a été amené à commenter la politique de confidentialité pour dire ça je comprends pas, pour pouvoir mesurer l'attention portée aux documents. Ça, c'est un élément vraiment à forte valeur ajoutée, parce qu'ensuite, si un régulateur type CNIL vient vous voir et vous dit bah, prouvez-moi que vous avez passé un peu de temps sur ces sujets et que non, tous les millions ne sont pas juste pour le développement du jeu et sa commercialisation, bah, vous pouvez prouver que par ces sessions utilisateurs, vous êtes allé chercher le feedback des premiers intéressés, à savoir les mineurs, et vous rassurerez énormément un régulateur type CNIL avec cet élément dans votre besace. Donc là, vraiment, chapeau, parce que celui-là, je l'ai trouvé concret, réel et vraiment de très très bonne facture. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a appris il y a quelques semaines que l'ICO, donc l'équivalent britannique de la CNIL, s'intéresse à ce projet. Il y a une visite, ce qu'on appelle une visite de courtoisie, ce qui porte sur pas mal de sujets. Et du coup, notre client nous a demandé si on les autorisait à partager nos travaux avec l'ICO. Alors, bien sûr que oui, puisque nous, de toute façon, on s'était fondé sur le code de l'âge, ce qu'on appelle le Age Appropriate Code de l'ICO, pour construire cette nouvelle version dédiée aux mineurs. Pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec le code de l'âge de l'ICO, donc l'idée c'est que dès lors qu'un service est utilisé par des mineurs, même s'il n'est pas dédié à des mineurs, nuance importante, dès lors que vous savez qu'il est utilisé par des mineurs, selon l'ICO, vous avez l'obligation de rendre l'information accessible dans un langage que des mineurs peuvent comprendre. Et alors là, double challenge, j'ai envie de dire, parce que déjà que c'est pas facile pour des adultes, comme on leur a tous constaté, et avec des concepts assez complexes. Hein. La publicité ciblée, je suis pas sûre que tous les adultes, toutes générations confondues, comprennent exactement la façon dont ça fonctionne. Mais alors aller l'expliquer à des ados de 13 ans, voire des enfants de 8 ans, comme on a pu le faire dans nos travaux avec la CNIL, c'est quand même pas évident du tout. Donc là, on s'était vraiment fondé sur le code de l'âge de l'ICO et pour reprendre ce que tu partageais, Gabriel, non seulement on a fait des ateliers pour tester avec des ados qu'on avait recrutés avec un panéliste, mais on a aussi co-créé, en fait, en amont du test, on avait co-créé avec des adolescents, toujours recrutés par un panéliste, en l'occurrence au Royaume-Uni pour que ce soit le plus pertinent possible. Et moi, ce qui me frappe, en fait, dans ces sessions, donc avec des vrais utilisateurs, mineurs ou majeurs d'ailleurs, c'est qu'on apprend toujours des choses. Moi, j'en suis maintenant à mon, je sais plus, 12e, 15e projet de données perso, je sais plus. Mais à chaque atelier, on apprend des choses sur les préférences des utilisateurs, à chaque fois. Et donc ça, c'est extrêmement riche. C'est extrêmement riche pour le design de l'information, donc notre travail, mais aussi, comme tu le disais, si un régulateur avait l'idée de venir voir un peu comment vous faites les choses. Et là, en effet, quelle meilleure défense préventive que de dire, bah, regardez, on y a passé 2 mois, on a fait 3 ateliers, voilà les critères de recrutement des mineurs, voilà la façon dont on a pris en compte leur retour, voilà ce qu'ils ont pu co-créer, et c'est ce qui nous a permis de passer de l'avant à l'après. Il y a en particulier une chose que j'aime bien dans cet exemple-là, si on reste dessus encore juste une seconde. Bien sûr que des adolescents, donc là on était sur des groupes de 13 à 17 ans,
Bien sûr que comme les adultes, ils vont se sentir impuissants face à une privacy policy. On a tous ce même sentiment. Il n'a pas du tout envie de lire, ça pour le coup, rien de spécial. Mais il y a un petit truc un peu plus particulier peut-être chez les plus jeunes, c'est FOMO, vous savez, Fear of Missing Out. Et ça, c'est très très présent sur cette génération, bien sûr. Et en fait, on s'en est servi. C'est-à-dire qu'on travaille avec nos experts en neurosciences qui vont nous dire, OK, pour capter leur attention, puisqu'ils ont peur de rater quelque chose, hein, FOMO, c'est ça, c'est « Ah, peut-être qu'il se passe un truc intéressant quelque part, j'ai pas envie de le rater ». Eh bien, capitalisons dessus, non pas pour les manipuler comme le ferait des dark patterns bientôt interdits, mais au contraire pour leur donner envie de lire la privacy policy. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait là? On a pris les assets du jeu vidéo et on a fait le Privacy Quest. Et c'est, voilà, tu es le héros, équipe-toi avec le savoir, équipe-toi avec la connaissance, et une fois que tu auras revêtu tous tes équipements, tu pourras mieux profiter de ton jeu. Alors évidemment, avec des microdoses d'infos, parce que si jamais vous leur mettez plus que 30 secondes de temps de lecture, ils s'en vont. Donc voilà, mais c'est en effet un chouette projet. Et merci à Gabriel pour, pour ça. Effectivement, ce que j'aime beaucoup quand tu dis que on passe d'un sentiment de puissance à finalement un sentiment d'espérance en se disant par rapport à toutes ces politiques, peut-être que demain on sera en capacité véritablement de pouvoir les appréhender et de pouvoir vraiment y consentir, non pas de manière résignée, mais de manière, je dirais, positive. Et ça, c'est vraiment très agréable avec cette démarche-là, vraiment centrée utilisateur. On peut peut-être passer sur un autre exemple. Sauf si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. Peut-être juste pour comprendre l'industrie derrière la question, vous êtes dans quel immobilier? Ok, donc plutôt... D'accord, ok, ouais. Parce que c'était aussi la question que cet éditeur de jeux vidéo avait de son côté. C'était prouvez-moi qu'il faut dépenser X milliers d'euros sur ce sujet et quelle est la KPI, hein, c'est toujours cette question. Putain de KPI. Et c'est vrai qu'elle est intangible. Il faut être très honnête. Dire que vous allez gagner du million de chiffre d'affaires grâce à une meilleure politique de confidentialité pour ce cas des jeux vidéo, je ne peux pas le dire. Donc, je n'ai pas cet élément dans la boîte de réponse qui permet vraiment de sous-tendre le discours. Le risque, c'est plutôt sur la préservation de l'image. Le risque, c'est de dire on évitera une amende si on peut être un jour amené à être sous les feux de la rampe d'une autorité. Mais même ça, ça reste intangible. Parlez-moi d'une amende potentielle qu'on pourrait avoir d'un régulateur s'il avait quelque chose à nous dire. Enfin, on est dans beaucoup de si. Et en face de ça, vous avez les équipes bandes qui disent oui, votre développement, là, ça va me prendre 7 temps de studio, 7 semaines de temps studio, et c'est pas la priorité dans la liste, quoi. Donc c'est vrai que je n'ai pas la bonne réponse à cette question, pour être vraiment honnête, et dire sur quel est le quantifiable que l'on peut utiliser derrière pour sous-tendre c'est utile et voilà pourquoi. On est plus dans l'intangible, c'est de dire on va vous mettre à l'abri d'un risque de réputation, d'un risque d'amende, d'un éventuel régulateur, mais du coup ça semble plus diffus. Alors, Gabriel, si je peux juste ajouter, parce que moi j'ai quelques éléments chiffrés. Alors c'est sur ce type de document, en fait avec Marie, on a travaillé depuis quelques années sur des contrats, et donc sur la transformation de contrats à l'aide du legal design, en invitant donc des utilisateurs en interne. On a commencé chez Servier par l'accord de confidentialité que vous voyez là, et on l'a aussi fait pour les contrats. Alors, je travaille dans la santé avec les associations de patients, et ce qu'on a pu mesurer, c'est la réduction du temps de négociation des contrats. Donc ça, c'est quelque chose de mesurable. Et par exemple, si je prends le cas des contrats avec les associations de patients, on a divisé par 4 environ le temps de négociation, voire plus. Parce qu'à la fin, ils connaissent nos modèles. Ils nous ont demandé d'ailleurs de les prendre en tant que standard pour les associations de patients et leurs relations avec les laboratoires. Parce qu'au moins, ils avaient l'impression que là aussi, ils comprenaient finalement ce à quoi ils s'engageaient vis-à-vis des laboratoires. Donc il y a vraiment une dimension éthique derrière cela. Et on est passé d'un mois de négociation à
2-3 jours aujourd'hui, maximum. Donc il y a un vrai gain de temps. Après, je peux simplement une autre anecdote sur cet accord de confidentialité. Je me souviens, je recevais dans mon bureau un consultant, donc quelqu'un qui a l'habitude en stratégie, donc quelqu'un qui a l'habitude de signer beaucoup d'accords de confidentialité, et on discutait d'un autre sujet, et j'avais sur le coin de mon bureau cet accord de confidentialité. Par curiosité, il m'a dit qu'est-ce que c'est? Et je lui ai dit bah, c'est un accord de confidentialité. Il me dit ah bon, est-ce que je peux regarder parce que j'en signe toutes les semaines, je comprends rien, c'est fastidieux. Il a regardé. Il a trouvé ça vraiment étonnant, facile, compréhensible. Et à la fin de la réunion, il m'a demandé s'il pouvait l'emporter avec lui. J'avoue qu'en plus de 20 ans de carrière, c'est la seule fois qu'un opérationnel, on va dire, quitte mon bureau avec un contrat en main qu'il aime et qu'il veut répliquer et qu'il adore. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi du qualitatif, mais je pense qu'on gagne beaucoup en image aussi à travers l'adoption du legal design. Alors, oui. Oui. Je dirais que pour moi, c'est pas si compliqué que ça dans la mesure où si vous passez par les opérationnels de l'autre société, que l'opérationnel de l'autre société voit et comprend le contrat, il est difficile à son juriste après de lui dire oui, tu comprends, mais grosso modo, c'est trop facile, donc c'est pas assez ennuyeux et compliqué, donc ça fait pas sérieux. Il y en a qui pourraient avoir cette approche-là. Mais les opérationnels, dans la mesure où finalement ils adoptent assez facilement, disant ça j'adore, je comprends et je peux le suivre, difficile pour un directeur juridique de dire non, on va passer à autre chose. Oui, me semble-t-il. J'aime bien ces anecdotes. Oui, pour répondre à votre question, en fait, moi, je me suis posé cette question tout au début de mon changement de vie, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à expérimenter le legal design en tant que directrice juridique dans ma propre direction. Et donc, comme j'ai été un peu ma première cliente quelque part, moi, j'étais obsédée par ça. C'est-à-dire, je me disais, mais est-ce que ça marche vraiment? Et puis surtout, si jamais je voulais un tout petit budget pour faire ça, bah, il faudrait que j'aille prouver que ça marche, etc. Donc moi, depuis le début, je suis obsédée par les KPIs et donc depuis le début, on les mesure. Alors que ce soit en effet des KPI simples mais très parlants comme le temps de négociation d'un contrat, le temps de production aussi de documents. Pour la conformité, ce qui peut être très intéressant aussi, c'est la compréhension bien sûr, et puis l'adoption, l'engagement que vous allez générer autour de sujets qui sont quand même arides, pas faciles, et tout ça, ça se mesure. Et ça m'intéresse tellement qu'en fait, on a créé un lab de user testing avec une experte, une docteure en neurosciences, et donc on s'est fondé sur des standards internationaux qui existent depuis fort longtemps, qu'on appelle des heuristiques, et donc on est capable de mesurer très précisément et de le prouver à des régulateurs, je pense à l'AFA par exemple ou à d'autres, qu'on arrive à augmenter la compréhension, déjà la lecture bien sûr, la compréhension, la mémorisation de X%, alors en fonction, c'est jamais la même chose d'un projet à l'autre, mais on mesure ça de façon très très précise et on le suit également dans le temps avec nos clients puisque c'est plutôt des démarches, on va dire de moyen long terme. Comment un cas simple, moi je suis confronté avec Pilote, distribution d'instruments d'écriture, à des distributeurs exclusifs par pays. Au pays, on n'a pas de problème. À partir du moment où on aborde des marchés qui sont petits, le Monténégro, vous arrivez avec un contrat en anglais, 20 pages, j'en mets pas plus qu'il n'en faut, mais on va être précis en termes de propriété intellectuelle, consultation sur la communication marketing, il faut quand même développer. Est-ce que vous transformez ces contrats, est-ce que vous insérez des sortes d'illustrations qui permettent de résumer des passages clés? J'en sais rien.
C'est une très bonne question. On essaye d'éviter de faire des à côté. C'est-à-dire que l'illustration qui résumerait ou la petite synthèse à côté, nous, on pense que ça renforce l'idée qu'on ne pourrait pas être clair dès le départ et qu'on ne pourrait pas être accessible intrinsèquement dans un contrat. Donc nous, on essaye de lutter plutôt contre ça. Et du coup, ce qu'on fait dans les contrats complexes, parce qu'on en fait pas mal, c'est qu'on va créer des sortes de design systems. Donc ça va être des sortes de briques que vous allez pouvoir assembler justement en fonction des différentes situations qui se présentent, avec des questions de droit national, avec des questions peut-être de partenaires qui sont différents d'une juridiction à l'autre. Et une fois que vous avez vos briques qui sont en langage clair et avec un parcours utilisateur bien défini, vous allez pouvoir assembler vos briques avec un design system. Peut-être que vous vous posez aussi la question de ce qu'on fait quand on est obligé d'utiliser du jargon. Et je vous donne un exemple très récent. On travaille en ce moment avec l'une des plus grandes banques françaises sur un contrat de crédit à la consommation revolving. Alors, c'est pas évident, hein, le crédit revolving, pour ceux qui s'y sont collés. Voilà. C'est déjà pas simple quand on est juriste, mais aller expliquer ça à quelqu'un qui fait son achat chez Darty en 3 secondes, qui a même pas compris qu'elle signait un contrat et qui voilà, découvre tout ça, c'est quand même pas évident. Et on n'est pas vraiment aidé par le législateur. Hein, qui, fidèle à sa pratique de rédiger extrêmement clairement, nous impose des mentions obligatoires qui ne vont pas vraiment éclairer nos utilisateurs. Donc, on a été confronté à ça. C'est un projet qui a démarré en janvier. Et ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est que puisqu'on est obligé, on a mis dans notre nouvelle version la clause que la législation nous impose de mettre. Hein, donc, on reproduit le texte. Et puis, petite bulle d'explication à côté. Voilà. De façon claire, voilà ce que ça veut dire. Alors tout ça sous le contrôle évidemment des magistrats avec lesquels on travaille, des juristes internes bien sûr qui sont nos clients pour s'assurer qu'on trahit jamais ni l'intention du texte ni le texte en lui-même. Si tu veux. Je sais pas, il y a peut-être d'autres questions. Alors, j'aime beaucoup cette question-là aussi. J'ai parlé de neurosciences parce que je ne peux plus m'en passer. Donc, on a 2 expertes en neurosciences qui travaillent désormais sur tous nos projets. Il y a quelques années encore, c'était en fonction de la nature des projets. Désormais, c'est de base parce que, encore une fois, c'est trop efficace en fait de s'appuyer sur les neurosciences pour s'en passer. Et puis on a évidemment des designers. Alors on a plusieurs types de designers. On a une designer UX, c'est-à-dire User Experience. Donc là c'est quelqu'un qui a 10 années d'expérience. Le designer UX, c'est vraiment quelqu'un qui ne fait que du digital. Donc, c'est un expert du centrage utilisateur. Il a vraiment l'habitude de faire des interviews, des profils, des parcours, et puis tout ce qui va être design digital, donc des wireframes et puis des interfaces. On a une designer graphique et directrice artistique qui a 4 ans d'expérience maintenant. Donc elle va travailler vraiment tout ce qui va être mise en page, design de l'information. On a aussi des illustrateurs puisqu'on travaille pas mal, et ça me fait le lien avec ta question Mathieu, on travaille beaucoup en ce moment en design du contentieux dans 19 juridictions en Europe sur des questions assez complexes en droit de la concurrence. Et donc là, on travaille avec des illustrateurs pour rendre accessibles des notions comme qu'est-ce qu'un monitoring efficace d'un cartel, quelle est la différence entre action de suite, donc en dommages et intérêts, responsabilité civile, versus condamnation pour cartel, pour échange d'informations en l'occurrence, voilà, ce genre de choses. Puis évidemment, on a des juristes dont le métier revient à être alors à la fois d'excellents techniciens en droit des contrats, ça c'est sûr, mais aussi un peu des planeurs stratégiques capables de faire des briefs à des designers et capables de faciliter aussi des ateliers. Et on a tous, je pense, en commun des compétences en gestion du changement. Parce qu'évidemment, rien de tout ça.
Oui, alors très bonne remarque. J'oubliais les content stratégistes. Vous avez complètement raison. C'est le cas. Alors aujourd'hui, c'est pas une salariée, c'est quelqu'un qui travaille avec nous en freelance, en particulier sur les textes en anglais, même si l'anglais est une langue de travail pour nous. Moi, j'apprécie d'avoir toujours des gens de langue maternelle, voilà, qui nous aident. Et donc, on travaille en effet avec une content strategist pour tout ce qui est notamment politique de données perso en anglais ou contrat en anglais plus largement. On arrive au terme de l'atelier. On peut peut-être prendre une dernière question. Oui, allez-y. Alors, c'est une question qu'on nous pose très très souvent et il se trouve qu'on travaille aussi avec l'école de la magistrature, donc on est voilà, toujours très à l'écoute de leur retour sur les productions graphiques et en langage clair. Alors, on n'a à notre connaissance pas de réponse en France. En revanche, il y en a une au Royaume-Uni. C'est la High Court of Justice qui s'est penchée en juillet 2020 sur un contrat. Alors, pas du tout designé au sens où nous, on l'entend, c'est-à-dire qu'il y avait deux parties dans le contrat. Il y avait le corps du contrat qui était vraiment un template ultra classique qui manifestement avait été copié-collé. Donc le juge dit c'est un boilerplate, voilà, c'est vraiment le copier-coller classique, ça c'était le corps du contrat. Et puis il y avait une annexe à ce contrat qui était illustrée. Le juge a appelé ça des worked examples. Et il s'avère que dans le contentieux, eh bien, il y avait malheureusement une contradiction entre le corps du contrat et l'annexe illustrée. Alors, bien entendu, nous, on est toujours extrêmement vigilants à ce qu'il n'y ait aucune contradiction entre le texte et le visuel, mais là, voilà, c'était le cas. Et donc, le juge devait décider laquelle des deux parties du contrat devait prévaloir entre le corps du contrat et puis cette annexe illustrée. Et le juge a eu un raisonnement tout à fait intéressant, mais parfaitement logique. On en a rediscuté avec les magistrats de l'ENM aussi après coup. C'est parfaitement logique. Le juge, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche l'intention des parties. Hein, on est en droit contractuel, il n'y a pas d'obligation de forme. On a tous des souvenirs de nos cours où des contrats parfaitement valables étaient signés sur des nappes de restaurants ou autres. Donc, il cherche l'intention des parties. Et en l'occurrence, là, il s'aperçoit que le corps du contrat, c'était un modèle tout fait, manifestement copié-collé. Il n'y avait eu quasiment aucune discussion sur le corps du contrat. En revanche, on avait plusieurs versions de l'annexe, avec des échanges d'emails, avec des réunions qui avaient eu lieu autour de cette annexe illustrée. Du coup, le juge dit, écoutez, c'est simple, hein, manifestement, l'intention des parties se manifeste dans les worked examples, dans les illustrations en annexe, et donc c'est ça qui prévaut. Logique. Mais on suit ça avec attention et on te dira, Sophie, s'il y a des développements. Un dossier pour savoir si une réaction était liée à telle ou telle prise de médicaments, donc avec des schémas assez complexes. Donc il y avait évidemment le dossier de plaidoirie, enfin les conclusions normales, et à côté un dossier de plaidoirie qu'on a présenté sous un format A3 avec des schémas pour savoir si oui ou non c'était lié à tel ou tel médicament, avec des croix, des oui ou non, etc. Et en fait j'ai distribué ça à la vingtaine de personnes qui étaient là. On m'avait dit au départ, tu arrives à Marseille, tu vas pouvoir plaider que pendant 2 minutes, ça va intéresser personne. Et en fait, ils ont été assez fans de cette présentation graphique de l'argumentation juridique assez complexe. Donc, c'est qu'on avait pas mal travaillé le sujet. J'ai plaidé pendant 3 quarts d'heure avec le directeur médical à côté qui était très content. Et au final, en plus, on a gagné. Mais c'était sympa parce que vraiment, là, il y a eu un effet très concret de toute la juridiction qui a dit ça, on aime bien parce que tout de suite, on a vu les points cruciaux, les différents. Donc, je pense que c'est vraiment un atout, même en contentieux, en conseil en contentieux. Moi, j'aime beaucoup cette anecdote et peut-être c'est une bonne façon de conclure l'atelier en invitant toutes vos directions juridiques à partir de cette salle avec peut-être une question unique qui est quel est ce document ou ce process en place que je pourrais réinventer et qui me ferait gagner du temps à moi ou à mes équipes et du coup de la valeur sur d'autres sujets, sur d'autres projets que je pourrais du coup allouer à faire autre chose. Et si vous avez peut-être ce point noir récurrent dans votre liste, des templates foireux ou des process bancaux qu'on a tous dans notre liste, peut-être prendre celui-là et se dire allez, peut-être que je lui mets un peu d'attention dans mes projets de 2022 pour tenter une approche legal design
qui va peut-être me donner une différence, et surtout, c'est peut-être le point final, qui va me faire bien voir en interne, qui va me faire percevoir comme le business partner, hein, pas la route blocage, compliance, legal, qu'on est tout le temps étiqueté ou catalogué. Je pense que c'est peut-être là l'objectif 2022. On est en juin, donc c'est trop tard pour les bonnes résolutions, mais qui peut nous donner des choses à faire. Je pense que c'est pas trop tard. Merci beaucoup à tous les deux et j'espère que